J'en profite pour remercier beaucoup Laurence pour son invitation. Aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir de communiquer ici à Necker, où j'ai eu le plaisir de collaborer pendant un certain nombre d'années. Et puis, ça nous fait également très plaisir à Lyon d'avoir rejoint la filière Handirart avec le nouveau réseau national de CRMR, troubles du comportement d'origine génétique, le réseau Génopsy, dont je vais vous dire quelques mots à la fin de ma présentation. Alors, le but de cet après-midi, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais je serai à votre disposition également pour les questions, par mail, ou vous pouvez toujours me joindre facilement. Le but, c'est qu'on fasse un petit peu le point ensemble sur le rapprochement, qui n'est pas si ancien que cela, entre la psychiatrie et les maladies rares. Alors, vous savez que en psychiatrie, on prend en charge des enfants, des adolescents et des adultes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Alors, un trouble du neurodéveloppement, ça se définit de manière très simple par une perturbation du fonctionnement cérébral. C'est fréquent. On considère qu'on est environ, en termes de prévalence, à 10% de la population générale, mais selon les dernières données, ça pourrait atteindre 15% des naissances. Donc c'est vraiment une problématique qui se singularise par sa fréquence, avec des causes qui sont multiples, qui sont complexes et qui sont en partie génétiques. Et c'est sur cet abord-là qu'on va s'attarder cet après-midi. Parce que la question du diagnostic génétique en psychiatrie, aujourd'hui, a complètement évolué. Vous savez, mes collègues psychiatres, pendant très longtemps, considéraient que le diagnostic génétique, c'était une coquetterie. Ouais, c'est une maladie rare, nous, on s'intéresse aux maladies fréquentes. C'est ce qu'on me disait beaucoup au début de ma carrière dans les maladies rares, il y a une quinzaine d'années. Oui, toi, tu t'occupes de rareté, tu t'occupes de coquetterie, nous, on s'occupe des vraies maladies fréquentes. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la schizophrénie, l'autisme, le trouble du développement intellectuel, le TDAH, sont en réalité un ensemble de maladies rares où la composante génétique, voire le diagnostic génétique, est fortement associée. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, eh bien, on peut se dire aussi qu'en 2023, le fait de poser un diagnostic génétique en psychiatrie, ça n'est plus un constat muet. Alors, c'est vrai qu'on ne répare pas le génome, on n'a pas la possibilité d'utiliser les outils, les ciseaux moléculaires pour réparer le génome, mais néanmoins, aujourd'hui, en psychiatrie, quand on pose un diagnostic de maladie rare du neurodéveloppement, eh bien, cela nous permet d'ajuster la thérapeutique. Et donc, nous, à Lyon, on s'occupe plus particulièrement des troubles du comportement, qu'on appelle aujourd'hui comportement-défi, puisqu'ils sont un vrai défi adressé aux soignants. Eh bien, comportement-défi, c'est un chapeau qui revêt des réalités bien différentes, en fait. Et en fonction du diagnostic, aujourd'hui, on développe des stratégies de soins qui sont totalement différentes. Et je vais vous en donner quelques exemples cet après-midi pour vous convaincre de cette observation. Alors, tout d'abord, il faut savoir que on n'est pas très très bon en psychiatrie dans nos prescriptions dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et donc il y a une enquête qui a été faite par une collègue bordelaise, psychiatre, qui est vraiment très intéressante et qui est une enquête qui fait le point sur la prescription de psychotropes dans les troubles du neurodéveloppement dans le secteur médico-social. Eh bien 85% des patients sont sous neuroleptiques. 40% sont sous anxiolytiques, 30% sont sous anticholinergiques, qui sont des correcteurs des effets secondaires neurologiques des neuroleptiques et qui donnent des troubles cognitifs. Et un certain nombre sont sous antiépileptiques, pas forcément toujours pour une épilepsie, etc., etc. On a fait d'autres corrélations aussi intéressantes dans cette étude qui montrent qu'il y a une corrélation entre le nombre de psychotropes et le temps passé. Ça veut dire que plus une personne séjourne dans le secteur médico-social, plus elle a de molécules. Ça veut dire que prescription un jour égale prescription toujours et que ça n'est jamais remis en question. Et vous voyez que quand on a, plus on est âgé, eh bien plus on a de molécules. Et ces molécules-là, dans le secteur médico-social, elles concernent essentiellement les antipsychotiques de première génération, les vieux neuroleptiques, qui sont les moins bien tolérés au plan neurologique. Et on a également une corrélation inverse entre le temps passé avec la personne et la prescription de neuroleptiques. C'est-à-dire, plus on passe de temps avec la personne, moins elle a de médicaments, et l'inverse est vrai.
Donc on a quand même une situation en termes de qualité de la prescription des psychotropes dans le secteur médico-social pour les troubles du comportement qui est assez catastrophique, surtout qu'on peut rappeler qu'aucun neuroleptique n'a l'AMM dans l'autisme et dans le trouble du développement intellectuel. On retrouve probablement les prescriptions les plus lourdes dans ce champ-là, alors qu'il n'y a aucune AMM. Alors, si on se penche plus particulièrement sur les spécificités des maladies rares du développement cérébral, eh bien, en psychiatrie, on peut avoir deux approches. La première approche, ce sont des personnes qui ont une anomalie génétique qui a été identifiée grâce à la collaboration entre psychiatres et généticiens et qui permet d'avoir une photographie précise du phénotype et commencer à développer, grâce à des évaluations pluriprofessionnelles, des stratégies de soins personnalisées. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais rapidement en préambule, et puis on va voir quelques exemples, les stratégies thérapeutiques en psychiatrie dépendent du diagnostic syndromique. Et puis on a aussi tout un lot de personnes qui sont suivies en psychiatrie qui présentent des atypicités cliniques. Ce sont des personnes qui peuvent avoir un trouble du développement intellectuel, des troubles cognitifs sévères, qui peuvent avoir une symptomatologie résistante au traitement, quelques petites particularités morphologiques. Et on a très probablement, en psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, en psychiatrie de l'adulte et aussi en psychiatrie du sujet âgé, un certain nombre de personnes qui sont porteuses de maladies rares, qui sont dans les services de psychiatrie et qui n'ont jamais été repérées. Et je vais vous en donner un petit exemple plus loin. Alors, c'est vrai que les comportements des filles, c'est une vraie problématique pour un certain nombre de familles. Vous savez que les comportements des filles se définissent plus particulièrement non pas par la symptomatologie présentée par la personne, mais par la réaction de son entourage. En fait, c'est la réaction de l'entourage qui fait le comportement des filles, qui le définit. La réaction, elle est en général en 3 étapes, et c'est la définition du Collège anglais de psychiatrie de 2017. La première étape, c'est la restriction des activités, c'est-à-dire une personne qui, dans son secteur médico-social, va plus pouvoir aller à la piscine, va plus pouvoir être dans le groupe. Ensuite, par l'exclusion des activités. Et puis ensuite, c'est la personne qui perd sa place dans le secteur médico-social, etc. Et donc, le diagnostic génétique, aujourd'hui, nous aide dans la prise en charge de ces troubles du comportement sévères pour pouvoir développer notre expertise dans la prescription médicamenteuse, dans l'accompagnement en soins de réhabilitation, dans l'expertise médicale générale également. Je vous rappelle que dans les comportements des filles, chaque trouble du comportement, et c'est particulièrement vrai dans nos syndromes, un trouble du comportement est d'origine médicale générale jusqu'à preuve du contraire, et pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'un autre patient avec trouble du neurodéveloppement, maladie rare, développe des anomalies comportementales, on l'examine précisément, on regarde les dents, on vérifie d'abord de manière très exhaustive son état médical général. Et dans ma pratique quotidienne, je dirais que dans environ 30% des cas, des personnes que l'on m'adresse en consultation pour des troubles sévères ont des caries, ont des abcès dentaires qui n'ont jamais été évalués. Et j'entendais tout à l'heure une dame qui parlait de la santé bucco-dentaire. Et dans notre travail de prise en charge des troubles du comportement, c'est un élément absolument fondamental. Alors, quelques exemples de médecine personnalisée en fonction du diagnostic. Alors, la microdélétion 22Q1.2, nous avons dans la salle, je crois, les représentantes de l'association Génération 22 qui sont là-bas. C'est probablement le syndrome qui a été le plus étudié en lien avec la psychiatrie, puisque c'est le modèle génétique le plus fréquent de schizophrénie. On considère qu'1 à 2% des personnes atteintes de schizophrénie sont porteuses de la microdélétion et réciproquement, ce sont des personnes qui développent dans environ 40% des cas des symptômes psychotiques. Avec une modélisation aujourd'hui de l'émergence de ces symptômes psychotiques qui a été faite avec beaucoup de précision. On identifie bien aujourd'hui les difficultés en termes cognitifs, puisque ce sont des personnes qui présentent à la fois des troubles neurocognitifs, avec des troubles de l'attention, des troubles du repérage visuospatial, et qui présentent aussi des troubles de la cognition sociale et qui ont du mal à se repérer dans les émotions et dans les intentions d'autrui.
Et ça, dans un contexte social ou dans un contexte de difficulté, de stress, etc., eh bien, ça peut générer des symptômes psychotiques. Alors, ces symptômes psychotiques, ils se manifestent en général à l'adolescence, mais on a des prodromes qui sont bien plus précoces que l'adolescence. Et donc là, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les présenter. On a une neuropsychologue au CRMR Génopsy à Lyon qui s'appelle Marie-Noëlle Babinet, qui a mené un certain nombre d'études sur les prodromes aux symptômes psychotiques dans la délétion et qui montre que vers l'âge de 6-7 ans, on commence à avoir les premières expressions cliniques. Et donc tout l'enjeu dans ce modèle neurodéveloppemental de psychose, tout l'enjeu pour nous, pour les parents, pour les soignants, pour les équipes médico-sociales, scolaires, etc., c'est de dépister le plus tôt possible les symptômes psychotiques, de dépister le plus tôt possible le TDAH et de dépister le plus tôt possible les éléments dépressifs, puisque l'on sait que si l'on traite précocement, l'évolution va être favorable. Donc là, le diagnostic, il est fondamental parce qu'il va nous permettre d'infléchir l'évolution et de donner une chance à ces adolescents et à ces adultes de vivre bien avec des symptômes psychiatriques qui seront contrôlés. Si on ne repère pas, si on ne traite pas précocement, eh bien on sait que ça va évoluer vers des formes sévères. Alors, on a travaillé en collaboration donc avec les centres de référence anomalies du développement, avec la filière déficience, l'IHU Imagine, bien sûr l'association Génération 22, à la mise en place, qui est sortie en 2019, de petits livrets sur les points clés de la prise en charge. Alors c'est un travail qui a été fait donc de manière collégiale et qui a été fait aussi grâce à une analyse exhaustive de la littérature et qui nous a permis de dégager des points très précis sous forme de fiches qui sont téléchargeables sur le site internet du CRMR Génopsy, peut-être aussi sur le site de l'association Génération 22. Donc ce sont des petites fiches qui donnent des éléments tout simples mais qui peuvent permettre de changer les choses. Alors, les petites choses toutes simples, c'est attention, ce sont des personnes qui sont très sensibles aux effets secondaires. Donc, on commence doucement et on va doucement. Je vous rappelle que les effets secondaires des antipsychotiques sont parfois des effets secondaires psychiatriques. Ils vont donc mimer une aggravation de l'état initial. Et on va avoir donc une surenchère thérapeutique et on arrive à des doses absolument épouvantables, alors que la stratégie est plutôt de réduire la prescription. Dans la microdélétion, il faut aller vite à la prescription de clozapine. La clozapine est le traitement le plus efficace dans la microdélétion et ce n'est pas la peine de surdoser en neuroleptique ou d'attendre des années avant d'introduire ce traitement, y compris chez les mineurs. En France, la clozapine à l'AMM à partir de l'âge de 16 ans. Aux États-Unis, c'est à partir de l'âge de 5 ans. Et toutes les études internationales montrent que la clozapine est très bien tolérée chez les mineurs et donc peut être prescrite hors AMM. Bien sûr, dans un service hospitalier moyennant surveillance. Les troubles anxieux et dépressifs aussi, dans la microdélétion, doivent être traités rapidement par antidépresseurs. Et malheureusement, alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais nos collègues qui sont psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ont parfois tendance à attendre. En disant oui, il est anxieux, il est dépressif, mais ce n'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre, il faut que jeunesse se passe, etc. Non, dans la microdélétion, on traite, puisqu'il y a un certain nombre d'études de cohorte qui ont bien montré que l'anxiété était un prodrome aux symptômes psychotiques. Et si on la laisse évoluer, eh bien, ça peut fragiliser considérablement le tableau psychiatrique pour la suite. Alors, un autre exemple dont on s'est beaucoup occupé au CRMR Génopsy à Lyon, c'est le syndrome de Smith-Magenis. Alors, le syndrome de Smith-Magenis, ça peut être lié à une microdélétion du chromosome 17 ou à une mutation ponctuelle d'un gène qu'on appelle RAI1 et qui entraîne une inversion de la sécrétion de mélatonine. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un pic de sécrétion de mélatonine en journée et qui ont une absence de sécrétion de mélatonine la nuit. Il en résulte une inversion du cycle nictéméral avec des personnes qui sont fatigables et qui sont asthéniques en journée et qui sont totalement insomniaques la nuit, avec des troubles sévères du sommeil et du comportement. Alors,
la plupart des personnes avec syndrome Smith-Magenis adultes que l'on a reçus avant le diagnostic ou qui venaient tout juste d'avoir un diagnostic, eh bien, en général, l'ordonnance, c'est ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ne dorment pas et qui ont des troubles très sévères du comportement. Alors, que se passe-t-il ? On essaie de les faire dormir. Donc, il y a une prescription de neuroleptiques. La prescription de neuroleptiques aggrave l'asthénie en journée, donc aggrave les troubles du comportement en journée, et on se retrouve avec un cercle vicieux et des personnes qui ont 3, 4, 5, 6 molécules en association. Alors que le traitement, en première intention, est de restaurer le cycle nictéméral. C'est-à-dire qu'on administre de la mélatonine au coucher et on administre des bêta-bloquants le matin qui vont inhiber la synthèse de la mélatonine en journée. Et moyennant la restitution de ce cycle nictéméral, eh bien on apaise les troubles du comportement. Et le seul antipsychotique qui fonctionne véritablement dans le syndrome de Smith-Magenis, ce sont de très petites doses de clozapine. Donc moyennant des bêta-bloquants, de la mélatonine et de petites doses de clozapine, on arrive remarquablement à améliorer les personnes. Et ce jeune homme, j'ai quand même pris bien soin de barrer le nom du médecin qui avait fait cette horrible ordonnance, vous ne le verrez pas. Ce jeune adulte, eh bien, lorsqu'on l'a pris en charge, il était hospitalisé dans une UMD, une unité pour malades difficiles, et aujourd'hui, il travaille en ESAT, il va bien, il n'a plus de troubles du comportement. Et ça, c'est grâce au diagnostic. Parce que le diagnostic moléculaire nous a dit stop les neuroleptiques, stop le lithium, stop les benzodiazépines, on restaure le cycle nictéméral et on apaise les troubles du comportement. Alors, on a fait une étude qui est actuellement en cours de publication qui a bien confirmé la persistance de ce décalage de la synthèse de la mélatonine chez les adultes porteurs du syndrome de Smith-Magenis, avec une dédifférenciation qui a été illustrée pour la première fois dans la littérature entre la sécrétion de mélatonine et la sécrétion de cortisol et de CSH, puisqu'on pensait que ces sécrétions étaient toujours coordonnées en fait, et régulées par le cycle nictéméral. Et en fait, il y a une dédifférenciation qui est complètement unique dans le syndrome de Smith-Magenis. Alors, on a d'autres exemples de prescriptions personnalisées dans les troubles du comportement. Par exemple, dans le syndrome de Prader-Willi, que vous connaissez probablement, qui est un syndrome qui est lié à des anomalies, donc délétion paternelle ou dysomie maternelle sur le chromosome 15, et qui s'associe de troubles du comportement complexes parce qu'ils associent en général une grande anxiété chez des personnes qui sont très rigides, qui sont résistantes au changement. Et on a aussi donc une hyperphagie et des lésions d'automutilation. Et donc, ce sont des prises en charge qui sont en général assez difficiles. Et tous les consortiums qui portent sur ce syndrome pointent la difficulté à le prendre en charge et en général le burn-out des aidants qui s'occupent de ce syndrome. Et donc, on a une prescription qui est un anticonvulsivant, le topiramate. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui a un profil de fixation assez particulier sur le GABA et qui donne une efficacité toute particulière dans le syndrome de Prader-Willi, à la fois sur les lésions de grattage et à la fois sur l'hyperphagie. Et on a des comportements défis qui sont remarquablement bien rentrés dans l'ordre grâce à cette prescription de topiramate. Et puis un autre exemple, par exemple, c'est le syndrome de Phelan-McDermid, qui est un syndrome qui est lié parfois à une microdélétion du chromosome 22 terminal ou alors à une mutation ponctuelle du gène SHANK3. Et ce sont des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme en général, avec un trouble du développement intellectuel de sévérité variable, et qui ont des troubles du comportement qui ont la particularité d'avoir une fluctuation thymique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent avoir des moments d'accès d'excitation, ou au contraire des moments de dépression, et les troubles du comportement comme ça fluctuent. Et donc il y a un certain nombre d'études qui ont été menées en modèle murin et puis ensuite qui ont été menées chez des personnes concernées qui montrent qu'il y a une efficacité très spécifique des sels de lithium dans cette prescription. Et donc aujourd'hui, pour traiter un trouble du comportement dans ce syndrome, eh bien, on introduit du lithium.
Donc vous voyez à travers ces quelques exemples, que je vous détaille vraiment très très rapidement parce que je ne veux pas dépasser mon temps, je vous détaille très très rapidement, eh bien vous voyez qu'à un chapeau commun, trouble du comportement, eh bien on va avoir des stratégies thérapeutiques qui sont très différentes. Dans la délétion 22q11, on va repérer précocement les symptômes psychotiques, on va traiter l'anxiété éventuellement avec des antidépresseurs, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Dans le syndrome de Smith-Magenis, notre enjeu, ça va être de restaurer le cycle nictéméral avec de la mélatonine et des bêta-bloquants. Dans le syndrome de Phelan-McDermid, on va introduire des sels de lithium. Dans le syndrome de Prader-Willi, on va introduire du topiramate. Et tout ça, aujourd'hui, ce sont des outils de soins qui sont extrêmement précieux pour développer une médecine personnalisée dans les maladies rares avec une expression comportementale. Alors, je vous relate aussi une étude qu'on a faite et qui aujourd'hui est en cours avec un financement obtenu grâce à l'Institut Lejeune. En fait, on observe chez les jeunes adultes qui sont porteurs d'une trisomie 21 de la survenue dans un certain nombre de cas de syndrome dépressif avec catatonie qui est appelé syndrome régressif. Et ces syndromes régressifs, probablement liés à des désordres immunologiques et immunitaires, sont extrêmement difficiles à prendre en charge avec des échecs thérapeutiques quasiment de toutes les classes de psychotropes. Et donc, avec Jérôme Brunelin, qui est chercheur à Lyon, on a fait un essai chez 2 patients qui étaient porteurs d'une trisomie 21, un essai par TDCS, c'est-à-dire stimulation électrique non invasive. Et on a montré une efficacité absolument remarquable sur les symptômes dépressifs et sur les symptômes catatoniques chez ces 2 patients avec trisomie 21 et une persistance de cette amélioration, donc là pour la publication à 1 mois, mais aujourd'hui nous en sommes à 1 an et on a une stabilisation des symptômes dépressifs et de la régression motrice et une amélioration avec des jeunes qui ne faisaient plus rien, qui étaient catatoniques. On a le patient 1 par exemple qui pouvait passer jusqu'à 5 heures pour prendre un repas, 2 heures pour descendre un escalier et qui aujourd'hui a repris son travail en ESAT. Et donc on lance actuellement un essai thérapeutique. C'est un projet donc, qui est financé par la Fondation Lejeune et qu'on a déposé pour un PHRC national, d'ailleurs en collaboration avec les équipes de Laurence. Donc l'idée, c'est d'avoir un essai contrôlé, c'est-à-dire versus placebo, pour montrer définitivement que l'indication de la prise en charge des dépressions avec catatonie, des symptômes régressifs dans la trisomie 21, c'est donc la TDCS qui représente l'avantage d'être sans effet secondaire, d'être indolore et de pouvoir être proposé à domicile. Donc si jamais on arrive à montrer définitivement versus placebo l'efficacité de la TDCS dans la dépression, dans la trisomie 21, ça veut dire qu'on pourra extrêmement facilement proposer ce type de traitement à domicile dans les familles. Alors, notre expérience lyonnaise, je suis bavarde, je vais raccourcir. Donc, quelques diapositives pour vous présenter notre pôle à Lyon. Donc, moi, je m'occupe d'un pôle qui s'appelle HUADIS pour autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale, qui est complètement dédié aux troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles du développement intellectuel, TDAH et maladies rares. Donc, nous sommes organisés autour d'une plateforme de consultation et nous allons vers. C'est-à-dire que nous essayons de limiter au maximum l'arrivée des personnes en hospitalisation, en particulier l'arrivée aux urgences. On intervient le plus précocement possible en nous déplaçant dans les structures et en nous déplaçant dans les familles. Parce qu'en fait, trop souvent, on a laissé des personnes en situation très difficile s'aggraver dans le secteur médico-social jusqu'à être exclues des structures, jusqu'à ne plus pouvoir rester en famille la semaine et les week-ends et pour finir aux urgences des hôpitaux psychiatriques. Donc nous, c'est vraiment une chose qu'on ne veut plus voir. Donc on a développé ce plateau de consultation et ces équipes mobiles avec un guichet unique qui permet d'intervenir dans les 24 heures sur le Rhône, je vous précise, dans les 24 heures, dans les familles et dans les structures médico-sociales. On a donc ces équipes mobiles qui interviennent.
On a un plateau ambulatoire qui est pluridisciplinaire, donc on a des collègues neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes, etc. Nous avons aussi des pairs aidants, c'est-à-dire des personnes concernées par l'autisme, qui nous aident dans les prises en charge. Et puis, on a une unité d'hospitalisation qui est dédiée aux soins intensifs pour les comportements des filles. Alors, quand je suis arrivée dans ce pôle, l'unité d'hospitalisation qui était dédiée aux troubles du neurodéveloppement, c'était la plus horrible de l'hôpital. Donc là, je vous ai mis quelques photos. C'était odieux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait les psychoses de longue évolution, qui étaient dans des services dégoûtants, carrelés du sol au plafond, indignes. Et quand on est arrivé en responsabilité avec mon adjointe, Anne Duchamp, qui est cadre supérieur de pôle, quand on est arrivé en responsabilité du pôle en 2019, on s'est dit on va changer les choses parce qu'on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça pour prendre en charge les personnes. Mais ça, ce sont des photos qui ont été prises en 2019, mais qui existent encore dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est dans ce type de structure qu'on prend en charge nos adolescents et nos adultes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Et donc nous, on a dit stop, et on a été très soutenus par le directeur du Vinatier pour dire qu'on allait lancer quelque chose d'unique et de respectueux des particularités de nos adultes. Alors on a lancé un concours architectural à la fin 2021. On a eu le plaisir d'avoir 10 architectes et maîtres d'œuvre qui ont postulé pour ce concours. On en a présélectionné 3, avec un jury qui était mixte, qui était composé de professionnels, de soignants, mais aussi de personnes concernées et de familles, pour faire véritablement un choix qui soit éclairé, avec une volonté de modularité des espaces. C'est très important pour les adapter au profil des personnes, avec de la lumière, parce que dans les locaux précédents, il était érigé comme concept de surtout pas d'exposer les personnes à la lumière du jour. Alors ne me demandez pas pourquoi, ni les fondements théoriques de cette chose absurde, je l'ignore. Pour augmenter la qualité de vie des personnes accueillies, mais aussi la qualité de vie des soignants, la qualité de vie des familles qui viennent nous rendre visite et qui viennent rendre visite à leurs apparentés. Et donc voici le projet qui a été retenu. Moi, j'ai insisté pour qu'il soit beau. C'est important que ce soit beau. Donc, bon, voilà, j'ai vraiment insisté pour que ce soit une élégance architecturale parce que je pense qu'on le doit à ces personnes. Alors bon, il a fallu batailler, mais on a donc réussi un très beau projet qui est complètement, on a posé la première pierre, ça y est, il est en construction, qui est complètement adapté aux particularités de l'autisme, avec des courbures, pas d'angle droit, pas de mur droit, une perméabilité entre l'extérieur et l'intérieur, une grande modularité des espaces. On a aussi un jardin sensoriel qui va être proposé, des alcôves où les personnes pourront s'isoler, voir sans être vues. On a différents types d'alcôves, donc on en a 8 qui seront pour cette unité qui comporte 10 lits d'hospitalisation. En conclusion, je vous présente rapidement le réseau Génopsy, qui est donc le réseau participatif et pluriprofessionnel. C'est vraiment une chose importante puisqu'on l'a vraiment co-construit avec les associations d'usagers. Un réseau qui propose donc la prise en charge des troubles du comportement d'origine génétique. Donc c'est un joli réseau qui est donc composé de 5 centres de référence. Il y en a un à Sainte-Anne, qui est coordonné par Isabelle Amado et Anne-Cécile Petit. On a conçu le projet Génopsy comme des expertises complémentaires. On s'est dit qu'on s'attaquait à un gros morceau, les troubles du comportement d'origine génétique, et qu'il fallait vraiment une collaboration où chacun apporte sa compétence et pas uniquement un découpage géographique. Donc, à Paris-Sainte-Anne, ils travaillent beaucoup sur l'inflammation, en particulier Anne-Cécile Petit, donc elle va nous apporter cette expertise. Pierre-Michel Lorca, à Clermont-Ferrand, va nous apporter son expertise en psychopharmacologie. Nous-mêmes, à Lyon, on a une expérience dans les comportements des filles et dans les soins de réhabilitation.
Donc à Dijon, avec Clément et Laurence, il y aura une valence génétique moléculaire forte en association aux problématiques psychiatriques. Et à Rouen, on aura aussi une expertise particulière d'Olivier Guillain et de Maud Rotharmel, à la fois sur la neuromodulation et sur les troubles du comportement. Et puis on s'est associé avec un certain nombre d'équipes aussi très dynamiques, qui vont être nos centres de compétences. Alors Rennes avec Tom Motillon, Nantes avec Anne Sauvager, qui a aussi une très grande expérience dans la neuromodulation et avec qui on collabore pour le projet Totoro, qui est le projet de TDCS dans la trisomie 21, à Poitiers avec Nemat Jaffari, Bordeaux avec Clélia Kiliès, à Necker avec Arnold Munich et Pauline Chaste, et à Créteil avec Irène Encam et Marion Leboyer. Donc ce beau réseau va se décliner progressivement et on a un certain nombre de projets du côté de l'enseignement, du côté de la recherche aussi, avec un accent qui sera mis sur de nouvelles approches thérapeutiques, et on se pose aussi la question de manière collégiale de s'investir dans les questions qui sont liées au vieillissement dans les maladies rares du neurodéveloppement. Et puis, je vous passe une petite vidéo. Alors, j'ai 2 petites vidéos très très courtes à vous passer, et puis ce sera le mot de la fin, concernant Marie-Noëlle Babinet, qui fait un petit point sur l'importance des évaluations neuropsychologiques dans les maladies rares du neurodéveloppement. Et je vais lui donner la parole dès que j'arrive. L'évaluation neuropsychologique permet d'identifier et de caractériser des profils cognitifs spécifiques associés à chaque maladie rare. Grâce à cette évaluation personnalisée, le ou la neuropsychologue va permettre de contribuer à une meilleure compréhension du profil et du phénotype psychiatrique de la personne qui est porteuse de la maladie rare. Alors vous êtes vraiment les bienvenus à la visualisation en ligne de notre congrès qui a lieu, le premier congrès du réseau Génopsy qui a lieu le 24 novembre à Lyon, parce que nous sommes archi complets. Alors ça nous fait plaisir parce que ça montre que ça a bien fonctionné, mais nous sommes archi complets. Donc le congrès sera entièrement filmé, remonté, et donc sera accessible en ligne. Alors une petite interview quand même pour vous faire de la publicité pour ce congrès, et elles vont se reconnaître puisqu'elles sont dans la salle. Attendez. Attendez, alors là je ne retrouve pas la souris. Le congrès Génopsy est une formidable occasion de rencontrer les professionnels de santé travaillant dans ce nouveau réseau pour les familles, pour les associations, maladies rares concernées par les troubles psychiatriques et la génétique. Alors je vous remercie beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux du Centre d'excellence autisme iMind, et n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter si vous avez des questions ou des remarques sur la présentation qui a été faite aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.